Alors, merci pour l'invitation. Je m'appelle Marie Martel, je suis bibliothécaire. Je travaille à la Ville de Montréal, au service de la culture et plus particulièrement à la division des quartiers culturels. OK. Alors, aujourd'hui, j'ai été invitée pour vous parler de ce mouvement, qui est même un mouvement international, qui est celui des micro-bibliothèques. Mais avant, peut-être, d'en arriver aux micro-bibliothèques, je vais vous parler des bibliothèques et de tout un ensemble de tendances qui les affectent et qui fait que même ces grandes bibliothèques sont sujettes à des transformations par les nouveaux usages que l'on observe dans la société. Et en situant comme ça les bibliothèques dans cet horizon-là, social, culturel et technologique, on va pouvoir mieux comprendre aujourd'hui le sens que prennent les micro-bibliothèques qui essaiment à travers l'espace urbain. OK. Alors voilà un peu le menu. On va faire un tour, un survol contextuel des éléments de référence par rapport au modèle des nouvelles bibliothèques. Et puis, on va voir ensuite, plus directement, quand on va aborder la question des micro-bibliothèques, pourquoi elles sont intéressantes au-delà du phénomène. Ensuite de ça, on va faire un tour un peu à travers la planète d'une diversité de propositions de micro-bibliothèques et puis des exercices d'idéation qui ont déjà été faits précédemment à Montréal pour explorer les possibilités qu'on associe au projet de micro-bibliothèques. Alors, voilà, le contexte pour les bibliothèques, c'est un contexte de défi, évidemment, parce que la révolution numérique amène tout un ensemble de défis qui font en sorte que les bibliothèques doivent réagir ou périr. Alors, il y a le fait d'abord que le livre ne soit plus l'unique repère. Les nouvelles bibliothèques vont offrir toute une diversité de produits documentaires, des films, des jeux, de la musique. Il y a aussi la dématérialisation. On assiste à l'essor des livres numériques. On assiste aussi à ce qu'on appelle le passage des collections aux connexions. De plus en plus, les bibliothèques vont mettre l'emphase sur l'humain, sur des espaces sociaux. Vont faire en sorte qu'on va attribuer davantage de place pour les lecteurs qu'on en attribuait précédemment pour le stockage des collections. Et puis, par rapport aux nouveaux usages, on va faire en sorte que la bibliothèque, qui était traditionnellement un équipement structuré pour assurer la transaction, la circulation des contenus, soit maintenant un espace qui va être favorable à la création de contenus. Okay, à la participation culturelle, à l'accueil des citoyens, aux conversations, etc. Donc, ce qui fait que la bibliothèque était, il n'y a pas si longtemps encore, un entrepôt de livres est désormais conçu comme un centre d'information et de culture communautaire. Alors, aujourd'hui, quand on pense à la bibliothèque, il faut oublier un peu le mot bibliothèque qui nous rappelle que c'était un entrepôt de livres pour penser davantage en termes de centre d'information et de culture communautaire avec tout ce que ça implique au niveau de la médiation culturelle, des échanges entre les gens autour du livre ou des documents. Alors, pour décrire un peu ce nouveau modèle des bibliothèques publiques, on va parler de tiers-lieux. Okay, on va dire que les bibliothèques sont des nouveaux tiers-lieux. C'est quoi un tiers-lieu? On dit que le premier lieu, c'est la maison. Le second, c'est le travail. Puis le troisième lieu, c'est un peu cette projection de l'espace privé dans l'espace public qui va être dédié aux échanges, aux conversations, aux rencontres entre les gens. OK. Et puis, ça vient d'une approche en sociologie urbaine. Un chercheur qui s'appelait Roy Oldenberg qui a réfléchi sur ces espaces publics particuliers qui avaient une importance capitale pour la vitalité démocratique de nos sociétés. Pour lui, les exemples iconiques de tiers-lieux, c'était le parvis d'église, les bistrots, les cafés, etc.
Et puis, bon, avec l'essor des banlieues, il y a eu, selon lui, une disparition progressive de ces espaces de conversation entre les citoyens, ce qui fait qu'il y avait un intérêt aujourd'hui à les repérer et puis éventuellement à favoriser leur renaissance. Puis les bibliothèques avaient un certain nombre de dispositions pour prendre la place de ces tiers-lieux qui disparaissaient parce que les bibliothèques ont toujours eu un rapport privilégié avec la démocratie, avec les échanges entre les citoyens. Il s'agissait dans ce cas-là, peut-être, pour en faire de véritables espaces de conversation, d'optimiser un peu les espaces d'interaction entre les citoyens. Alors, essentiellement, pour être un tiers-lieu, on dit qu'il faut être un terrain neutre. Il faut être un lieu aussi qui va niveler les différences entre les gens. Les tiers-lieux sont aussi des lieux pour lesquels la conversation est conçue comme la principale activité. C'est des espaces accessibles et accommodants. C'est des lieux aussi qui vont attirer des réguliers et pour ça, on va dire qu'ils sont créateurs de communautés. C'est des lieux faciles et accueillants. C'est des lieux qui procurent une expérience ludique et principalement, on va les concevoir comme des seconds chez soi. Donc, des lieux chaleureux, des lieux qui vont favoriser le brassage d'idées, etc. Oui. Alors, depuis l'apparition des bibliothèques tiers-lieux, il y a eu différentes expériences. On a assisté d'abord à des projets qui étaient assez monumentaux. Il y en a encore aujourd'hui, mais en même temps, on a vu, sur la base un peu des observations d'usage qui ont été faites dans ces projets plus importants-là, des projets qui étaient davantage à échelle humaine. Donc, des bibliothèques qu'on dit communautaires, comme la bibliothèque du Boisé, la bibliothèque Marc Favreau, mais déjà, on est dans une nouvelle génération de tiers-lieux qui est ce qu'on appelle les bibliolabs. Et puis, un bibliolab, c'est quoi? C'est une nouvelle génération de tiers-lieux qui va intégrer des caractéristiques des espaces qu'on appelle les espaces émergents. Puis on peut déjà envisager que les micro-bibliothèques, ça participe de cette nouvelle génération de projets de bibliothèques qui ont des caractéristiques similaires aux espaces émergents, qui sont les espaces comme les Cafés Plus, les espaces de coworking, les pop-up stores, les Media Labs et les Fab Labs. Alors, les espaces de type bibliolab, c'est des espaces qui offrent des lieux propices à la créativité des citoyens. Il y a des exemples qu'on appelle en anglais les libraries, c'est-à-dire c'est une contraction entre laboratory et library. C'est des espaces un peu sauvages qui vont s'improviser sur des rues marchandes où on va se saisir d'un espace laissé vacant, puis proposer des ordinateurs avec des projets de création des citoyens. Puis les micro-bibliothèques ont ça aussi, des bibliothèques sauvages ou des pop-up libraries, dans le sens où elles vont s'improviser dans des lieux qui sont souvent laissés vacants puis qu'on va avoir un intérêt à peut-être faire renaître avec un projet qu'elles vont permettre d'activer. Alors, pourquoi faire des micro-bibliothèques? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs projets de micro-bibliothèques et puis souvent les motivations vont être diverses. Alors, il y a celui de réduire les obstacles matériels entre les gens et le livre, parce que souvent, elles vont pousser dans des corridors qui ne seront pas nécessairement desservis par les bibliothèques. Ensuite de ça, il y a l'idée de faire de la littératie, de la faire de la communauté, au sens où ce sont souvent des citoyens qui vont prendre en charge ce projet de favoriser l'accès aux livres.
On dit aussi que les micro-bibliothèques vont contribuer à abolir les murs culturels, parce que souvent, la bibliothèque, elle a tout elle représente le pouvoir, elle représente l'institution, puis pour certaines personnes, ça peut être des obstacles suffisants pour qu'ils n'envisagent pas d'en franchir le seuil. Alors, la micro-bibliothèque, en s'installant comme ça dans l'espace public, offre cette accessibilité-là. Ensuite de ça, bien, on dit qu'elle va favoriser les échanges et les conversations entre les gens et entre les voisins autour du livre. Il y a plusieurs exemples, comme on va le voir tout à l'heure, effectivement, de projets citoyens qui vont s'installer dans les rues et qui vont créer des liens et des connexions entre les gens qui n'existaient pas auparavant. Pour les bibliothèques qui prennent le parti des micro-bibliothèques, ça devient une façon de promouvoir la lecture et le livre en transformant un peu ou en démocratisant l'image qu'on peut associer au livre avec quelque chose de plus élitiste. Ensuite de ça, bien, ça permet pour les bibliothèques de délocaliser le projet pour investir la culture urbaine. C'est aussi, on peut le concevoir comme une manière de fragmenter la culture à la façon de la culture numérique pour s'associer au monde des réseaux. On parle aussi de s'engager dans le mouvement des communs, d'initier des réflexions et des créations collectives dans l'espace public, et puis évidemment de participer à l'animation de la rue. Alors, il y a différents exemples de micro-bibliothèques. Le plus connu, c'est des projets qui sont citoyens. Il y a ici des exemples de Little Free Library. Il y en a plusieurs milliers aux États-Unis. Ils sont cartographiés. Les modèles sont disponibles aussi sur Internet. On peut, à coût modique, faire venir les plans et puis s'en créer une. Mais même sans ça, il y a plusieurs citoyens. Même à Montréal, on a pu en voir certaines pousser dans différents quartiers. La règle, c'est de ne pas en avoir, c'est-à-dire que les gens peuvent laisser des livres, en prendre et partager comme ça les ressources. Ça, c'est des exemples qu'on a pu voir dans Rosemont, sur la rue Mylan. Celle-ci, c'était dans Côte-des-Neiges. C'était une micro-bibliothèque qui avait été installée au HEC, mais il y en avait eu aussi un certain nombre dans l'arrondissement. Il y a des projets aussi qui sont un peu institutionnels, comme celui des bibliothèques de Montréal, qui est une espèce de tente, de bibliotente qui se promène au gré des événements. Ici, c'était au Festival de jazz. Sinon, il y a des projets institutionnels qui ont une saveur un peu mobile. Il y a des projets dans des aéroports. Ça, c'est dans les parcs publics aussi, à la Bibliothèque de New York. Il y a dans le parc qui s'appelle le parc... c'est un parc très connu à New York, derrière la Bibliothèque centrale, qui... c'est un projet saisonnier, évidemment, va proposer une terrasse de lecture. Ça, c'est en Colombie, avec les abribus. Il y a d'autres projets mobiles avec la bibliothèque. Ici, on est au Brésil, en haut. En bas, on est dans l'Ouest canadien. C'est carrément une espèce de 4x4 qui a été équipée pas seulement de livres, mais de tout un ensemble de dispositifs technologiques. The Underground Library, ça n'a pas été un projet qui s'est concrétisé. C'était plus un projet d'étudiants, mais il y a des projets similaires à Montréal. Je pense que ça s'appelle Transporter-vous. Lire vous transporte. Ça, c'est des projets qui ont poussé avec c'est des organismes communautaires, on pourrait dire, ou des organismes internationaux. C'est Bibliothécaires sans frontières qui a mis de l'avant les Idea Box. C'est Philippe Stark qui a dessiné, qui a proposé le concept. Et puis, c'est destiné à atterrir dans les camps de réfugiés.
par exemple, dans des contextes de catastrophe. Les microbibliothèques et la notion de catastrophe, ça revient assez souvent. On comprend parce que c'est des équipements qui sont flexibles, qui sont spontanés, puis qui viennent pour, combler des besoins de bibliothèques, par exemple, qui pourraient être déficitaires. À Brooklyn, quand il y a eu l'ouragan Sandy, il y a eu tout un projet comme ça d'un réseau de micro-bibliothèques qui s'est développé avec des boîtes pour les journaux. Il y a eu dans tous les villes qui ont eu des mouvements de Occupy, comme à New York, et puis aussi même à Montréal, il y a eu des projets de petites bibliothèques de ce type-là. Ensuite de ça, il y a eu des projets plus artistiques ou davantage associés avec des concepts présentés par des designers. À New York, on voit ici, il y a le The Uni en bas, qui est aussi un projet qui, tranquillement, se développe dans différents endroits à New York. C'est à la fois des cubes qui servent de contenants pour les livres et de bancs pour les gens. Donc, on voit qu'on développe la notion d'interaction puis de médiation à travers le mobilier. Ça, c'est en haut à votre droite. C'est un concept de microbibliothèque mobile argentin, plus radical peut-être. C'est un char d'assaut. Et puis, l'idée étant que on doit le concevoir comme un char, une arme d'instruction massive. Voilà. Ensuite de ça, il y a les étagères numériques. OK? Il y a les clés USB qui sont fichées dans les murs. À la limite, c'est une microbibliothèque aussi parce que ça peut contenir une quantité assez considérable de documents, de livres ou autres. Il y a les Pirate Box aussi, qui sont des dispositifs qui permettent d'avoir une connexion temporaire et puis d'accéder à des documents. Ensuite de ça, ici, c'est davantage c'est toute une série de projets qu'on va voir qui sont associés à un concours qui s'est tenu en 2013 à New York. Il y a eu 10 projets qui ont été retenus comme étant particulièrement intéressants, puis un projet qui a été gagnant, le projet qu'on voit ici en jaune, c'était le projet gagnant. Ils ont joué avec le concept d'habitacle, de lieu de sauvegarde, mais aussi de lieu qui fait comme une espèce de maison pour aussi protéger les gens ou leur créer une sorte d'abri. En haut, à votre gauche ou droite, l'idée, c'était davantage de servir d'interface entre des lieux qui étaient un peu abandonnés et puis des livres, de créer une nouvelle relation. On dit dans la description une relation amoureuse entre un lieu mal aimé et un livre oublié. Ici, en bas, c'était vraiment l'idée de créer un lieu de rencontre ou de médiation. Ici, en haut, c'était une microbibliothèque qui jouait avec l'idéal démocratique. Donc, ça reprenait des caractéristiques fondamentales comme la transparence, la sauvegarde aussi de ce qui est précieux, des documents qui sont précieux, et puis l'accès également. Les lumières aussi, c'est un objet qui laisse passer la lumière. Les deux projets ici sont similaires. Il y avait l'idée de créer un passage à travers quelque chose qui représente un obstacle, comme si en créant soit un banc ou un espace pour mettre les livres, on allait au-delà de l'obstacle, puis on permettait par ce dispositif-là de le franchir. Ensuite, il y avait ici la possibilité
produire un objet qui profitait des espaces résiduels et permettait de les détourner puis de les revaloriser. En haut, à votre gauche, c'était l'idée de créer plutôt un espace qui permette de donner accès à des contenus qu'on ne pourrait pas autrement avoir accès. Donc, on peut imaginer, par exemple, que c'est des documents d'archives, oui, peut-être des contenus locaux. Et puis, en bas, c'était davantage avec de mettre l'emphase sur le banc pour favoriser des connexions entre les gens, faire en sorte que le document devienne, le document, le livre, permette de créer des liens avec les gens. Puis là, en faisant ça, c'était une façon aussi de distinguer le livre des autres supports actuels qui sont davantage propices peut-être à l'isolement. Alors, les deux prochaines images, c'est un projet de l'ETS qui a permis à des étudiants de l'ETS et des citoyens de la Bourgogne là, de penser ensemble à un projet de micro-bibliothèque. Ça, c'était fait au printemps dernier. C'est encore un projet qui chemine. Maintenant, je vais peut-être en vrac vous présenter ce qui était ressorti d'une séance de co-création avec des citoyens à qui on avait présenté une série de micro-bibliothèques, un peu comme on vient de le faire là. Puis on leur avait demandé bien, quelles pourraient être les caractéristiques ou encore les valeurs ou encore les fonctions qu'une micro-bibliothèque pourrait avoir. Alors, on avait... Puis là, ça c'est vraiment ce que les participants ont suggéré. Donc, l'idée que ce soit vivant, animé, que ça existe comme le symbole de l'identité du quartier, que ça véhicule des valeurs humanistes, que ce soit aussi l'occasion de créer des biens communs, que le modèle soit hybride, physique et numérique, que ce soit des initiatives citoyennes facilitées par une organisation publique. C'est un peu le cas aujourd'hui dans le cadre du concours actuel. L'idée, c'est aussi que ça puisse devenir le relais d'un hub créatif via un Fab Lab. Là, c'était peut-être de s'associer à un laboratoire de fabrication qui pourrait soutenir la création. Incarner l'esprit artisanal du do-it-yourself, exploiter la gamification. Donc, on retrouve la caractéristique de quelque chose de ludique, d'un tiers-lieu ludique. Ensuite de ça, de penser à des bancs publics pour le volet conversation. Proposer des codes QR en lien vers des livres numériques au site d'un réseau. Donc, c'est encore d'essayer d'explorer non seulement le volet physique, mais aussi le volet numérique dans quelque chose d'hybride. Prévoir une extension mobile, se promener dans la ville via le Bixi ou le métro. Penser à une plateforme de partage sur le web ou renvoyer les activités de rue qui accompagneraient la microbibliothèque, des cartographies, des parcours littéraires, des activités de lecture, des photos de lecteurs, etc. Le concevoir aussi comme une niche esthétique, une sculpture urbaine, une œuvre d'art. Et puis, on parlait aussi de s'inspirer de certains projets qui existent et qui mettent l'emphase sur le développement durable. Il y avait l'idée de développer une vision qui serait celle de se réapproprier les places urbaines dans une perspective de réconciliation sociale et écologique. Et puis enfin, on avait aussi proposé que ce soit le marqueur d'une zone de free speech, de prise de parole et de performance. Donc, l'idée de médiation, donc au-delà de l'objet, penser à la manière dont ça peut exister et favoriser les activités puis les relations entre les gens, c'était quelque chose qui semblait important. Alors, on avait rassemblé ça autour d'une sorte de préconcept qui synthétisait les différentes propositions. Alors ça fait un peu le tour de là où on en est actuellement en termes de micro-bibliothèque. Puis ce qu'on avait fait aussi avant
d'aller plus loin, c'était de demander à différentes personnes, soit dans le milieu de la littérature ou des bibliothèques, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, la microbibliothèque. Et on avait eu toutes sortes de commentaires intéressants, notamment de certains auteurs ou même des enseignants qui exploraient la possibilité, entre autres, d'offrir des microbibliothèques dans l'environnement des écoles. Mais il y avait Benoît Melançon qui nous avait envoyé cette interprétation-là de la microbibliothèque. C'était intéressant. Puis je vais vous laisser sur cette idée-là d'une bouteille à la mer. Alors, il disait, sous sa double face, objet, lieu et médiation, le projet décrit est stimulant. Derrière tout cela se trouve à mes yeux une image, celle de la bouteille à la mer. Les livres circulent hors de leur cadre habituel, sans que l'on sache qui les lira ou même s'ils seront lus. C'est d'ailleurs dans le chapitre « Bouteille à la mer » de mon « Écrire au pape et au Père Noël » que je disais un mot de passe-livre et de dead drops. Dead drops, c'était les clés USB fichées dans le mur. Alors, il disait « Il y a là un geste d'espoir et une forme de ludisme. On peut espérer tant qu'on veut. On sait qu'il y a une part d'aléatoire dans le fait de jeter une bouteille à la mer ou de déposer un livre dans une micro-bibliothèque. » Voilà, merci.